aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par certaines de mes amies sur Instagram. C'était pour parler de l'après-essai, donc dans quel mood je suis après les essais, après 2 ans d'attente. Et est-ce que le fait de vivre ma première grossesse correspondait à mes attentes pendant les essais. Alors, donc tout d'abord je voulais passer par l'explication de voilà, ce que moi j'attendais lorsque j'étais en essai naturel et que j'allais commencer les démarches PMA. Depuis le début, moi j'imaginais une grossesse tellement bien en fait. Enfin, pour moi c'était mon idéal, du coup c'était un rêve et comme tout rêve c'est vraiment très idéalisé. Et pour moi la phase de la grossesse était la plus belle partie de la vie d'une femme en fait. Et pour moi, une fois que ça pourrait m'arriver, rien de plus merveilleux ne m'attendrait, si ce n'est bien sûr la venue de l'enfant tant attendu. Et en réalité, j'avais cet idéal, j'avais comme ce mur de glace qui me, enfin de glace, je sais pas, qui me faisait idéaliser la grossesse. Et d'un côté, c'était ce qui me motivait finalement à aller plus loin dans les essais, à commencer à faire les démarches pour la PMA et envisager une FIVEXI. Mais de l'autre côté, je pense que j'idéalisais un peu trop cette grossesse. Par exemple, j'avais une peur, mais une angoisse immense de ne jamais pouvoir devenir maman, de ne jamais pouvoir tomber enceinte. Et cette angoisse me dévorait intérieurement. Je pense que celles qui sont encore en essai, et plus ça s'est éternisé, je pense plus ça grandit en vous. Cette sorte d'angoisse, cette peur au fond de vous, que voilà, ne pas pouvoir un jour atteindre ce rêve que vous avez. Et pour moi, quand je voyais des femmes qui étaient enceintes, par exemple sur Instagram, le réseau que j'utilise le plus, et je voyais des femmes qui venaient de tomber enceintes mais qui disaient je réalise pas encore, j'ai vraiment peur de vivre une fausse couche, j'arrive pas à me projeter, pour moi rien n'est gagné. Pour moi je me disais mais profite, sois trop contente parce que moi à ta place je serais aux anges, ne te plains pas, ne dis pas que voilà tu supportes pas tes nausées, ne dis pas que tu as peur de vivre une fausse couche. Pour moi, profite quoi, parce que tu as déjà une chance exceptionnelle. Pour moi, c'était la quasi-totalité du boulot qui était déjà fait à partir du moment où le bébé était implanté dans ton ventre, quoi. Donc j'avoue que j'étais toujours un peu, pas frustrée, parce qu'en réalité, chacun a son propre ressenti, mais je me disais, mais moi, je serais tellement pas comme ça. Moi, je vivrais les choses à 99 000%, je ne me prendrais pas la tête avec tout ça, et je serais surtout contente du cadeau que la vie m'a fait de me laisser porter un enfant, en fait. Voilà, ça c'était comment je pensais que j'allais vivre ma grossesse. Et aussi je pensais que voilà, j'arriverais vraiment à attendre les 9 mois et en profiter un maximum sans stresser, sans voilà, avoir envie que le temps passe vite, sans être impatiente d'accoucher, sans être impatiente que le bébé vienne, etc. Je pensais vraiment que la période de grossesse serait la période préférée de toute ma vie et que je saurais la savourer à sa juste valeur. Mais en réalité, on va dire que franchement je m'attendais pas du tout à ce fossé là, parce qu'en réalité la peur de ne jamais devenir maman, la peur de ne jamais tomber enceinte a vite été remplacée par la peur de perdre le bébé en fait. À partir du moment où je suis tombée enceinte, au début j'étais sur un nuage, très contente dès que j'ai vu le test, je me suis effondrée, je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo, j'étais vraiment très heureuse. Mais lorsque je suis un peu retournée sur terre et que j'ai annoncé la nouvelle à toutes mes copinettes sur Instagram, je me suis rendu compte que tout n'était pas gagné, effectivement, parce qu'il y a pas mal de femmes qui... je trouvais ça très maladroit de leur part, mais je pense qu'elles voulaient surtout me prévenir, etc. Mais qui sont venues me voir en message privé, me dire tu devrais faire une prise de sang pour voir si le taux évolue correctement, sinon ça voudrait peut-être dire que tu fais une fausse couche, tu devrais quand même consulter pour voir si tu fais une grossesse extra-utérine, toutes ces choses, tous ces mots que je pense, lorsque j'étais en essai, ces mots je les avais déjà lus, mais il ne devenait pas concret parce que je ne vivais pas moi-même la situation. Je ne risquais pas de vivre moi-même la situation dans l'immédiat. Et du coup, cette joie qui a duré 2 heures, le temps que voilà, il y a vite eu une couche en fait qui s'est posée de stress. Et au début j'étais là au niveau joie, mais la couche de stress a commencé à monter, puis au bout d'un moment elle était au même niveau. Et donc il a commencé à avoir la peur de ne pas avoir un taux qui évolue. Donc tu fais ta prise de sang, puis 48 heures après tu fais une autre prise de sang. Bon, le taux évolue. Donc là je remonte là, le stress il redescend tout en bas. Puis ensuite tu as rendez-vous pour une échographie pour voir si le sac gestationnel est bien placé dans ton utérus, qu'il n'y a pas de problème, etc.
Puis tu entends sur Instagram des filles qui disent qu'elles ont eu des saignements, des choses comme ça, ou tu regardes un peu sur YouTube et puis tu vois qu'il y a des personnes qui ont fait des fausses couches précoces et elles expliquent comment ça s'est passé. T'as un peu mal au ventre parfois, tu te dis est-ce que c'est pas ça, enfin tu te poses beaucoup de questions, donc le stress il remonte, et puis au bout d'un moment, puisque le stress monte beaucoup plus vite que l'excitation, enfin pas plus vite mais il monte beaucoup plus durablement, bah en fait cette phase de joie elle n'est que temporaire, puisque tu vas faire l'échographie, tu vas voir que le sac gestationnel est bien placé, génial, tu vas même voir l'embryon, tu vas entendre le cœur battre, tu vas te dire mais c'est magnifique, tu vas être comme ça pendant une semaine, et ensuite petit à petit ça redescend. Et la jauge, en fait, ça fait que d'alterner. Et après, la jauge de stress, ça va augmenter jusqu'à la première échographie. Enfin, pour moi, par exemple, je sais que j'ai fait 2 échos parce que la première, c'était pas mon choix, hein, c'est parce que je suis partie voir une gynéco dès que j'ai eu fait mon test de grossesse pour avoir de la progestérone, comme j'avais expliqué dans une vidéo. La progestérone et de l'acide folique, parce que je suis anémiée. Et je voulais absolument commencer une grossesse avec les meilleures bases possibles. Et elle m'a quand même fait une écho de contrôle pour voir si mon corps était vraiment apte à accueillir une grossesse. Donc il y avait tout en place. Ensuite, j'avais rendez-vous avec elle 15 jours après pour voir si vraiment le bébé était bien placé, etc. C'est pas trop moi qui ai décidé, mais après, ça se refuse pas, hein, je pense. Aucune personne ne veut refuser une échographie. Mais techniquement, j'aurais dû attendre, comme c'était prévu lorsque j'ai appelé la PMA pour annoncer ma grossesse, j'aurais dû attendre le 15 janvier pour faire ma première échographie à 11 SA. Et ensuite, la semaine d'après, pour faire la clarté nucale, etc. On réfléchit encore, on ne sait pas si on va la faire. Bref, du coup, entre ces rendez-vous-là, t'es là. Quand t'as passé ton rendez-vous, t'es content, t'es sur un nuage. Et puis ensuite, ça redescend, et puis c'est du stress qui est là. Et en fait, je savais pas que j'aurais tout le temps peur. Parce que, voilà, quand j'étais dans les essais, pour moi, c'était... le fait de tomber enceinte, c'était déjà tout gagné. Enfin, je savais qu'il y avait des choses qui pouvaient mal se passer, mais je pensais que je serais beaucoup plus sereine, en fait. Parce que j'aurais réalisé déjà une bonne partie de mon rêve. Celui de devenir maman, bien évidemment, mais qui passe avant tout par la grossesse. Donc pour moi, c'était le fait de tomber enceinte, c'était déjà franchement la plus grosse partie du chemin qui était parcouru, quoi. Et donc j'ai vraiment eu un fossé parce que je me rendais pas compte qu'en fait on continue d'avoir peur tout le temps. La peur de ne pas de ne pas tomber enceinte naturellement, ou pas d'ailleurs, par une fille, par la médecine, a vite franchement été remplacée, mais vraiment quasiment dans les 24 heures, quoi, a vite été remplacée par la peur de se dire est-ce qu'aujourd'hui je porte la vie ou est-ce qu'aujourd'hui je porte la mort. Voilà, techniquement c'est vraiment ça, c'est comme ça que je me sentais et que je me sens toujours, même si j'essaye de relativiser. Je me dis la plupart des belles choses on ne les voit pas tout de suite. Par exemple, moi par exemple je suis croyante et je me dis si je crois en Dieu par exemple, je ne le vois pas, pourtant je continue à y croire. Et c'est pas parce que je ne le vois pas que ma croyance va partir ou va être remplacée par du doute. Ou voilà, l'amour c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est pas quelque chose qu'on voit. On voit pas l'amour comme ça, c'est pas quelque chose qui éclate, pourtant on sait qu'il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis, normalement, si on remontait à avant, quand il n'y avait pas des échographies et tout, bien évidemment il y avait des problèmes, il y avait des fausses couches, il y avait des complications, etc. dans la grossesse. Mais puisqu'on est là aujourd'hui, c'est que nos ancêtres ont bien réussi à tenir les 9 mois sans savoir quel était le sexe du bébé, sans savoir s'il était bien positionné dans le ventre, sans savoir s'il allait bien à 6 SA ou 9 SA. Franchement, les gens ils savaient même pas qu'ils étaient encore... ils comprenaient quand ils n'avaient pas leurs règles, mais ils savaient pas vraiment si c'était une grossesse ou un retard de règles. Donc effectivement, je pense que maintenant on est surmédicalisé, on va dire, surtout quand on sort d'un parcours PMA. Et encore plus pour celles qui sont parties jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on fait des FIV et des transferts d'embryons ou des YAC, des IAD, etc. Mais on est surinformé. Cette surinformation, pour moi, elle est très anxiogène. Vous savez, en réalité, j'aurais préféré ne pas savoir que les grossesses extra-utérines existaient. J'aurais préféré ne pas savoir que, en fait, on peut avoir des fausses couches n'importe quand dans la grossesse et jusqu'au bout, et même au jour de l'accouchement, on peut perdre l'enfant. Enfin, j'aurais préféré ne pas savoir tout ça. Et effectivement, je serais tombée de mon piédestal si jamais ça m'arrivait. Mais en fait, moi, personnellement, j'aurais préféré ne pas être si informée, quoi. J'aurais bien aimé savoir que tout n'est pas gagné, que tu vas avoir des problèmes, que ce soit maintenant, que ce soit même après la naissance, que ce soit même quand ton enfant a 5 ans. Je le saurais, je pense que je suis pas bête et que je saurais que quelque chose peut arriver, mais pas de savoir autant de choses. Genre de savoir à quel moment le sac vitelin disparaît et que le placenta prend le relais et que c'est à ce moment-là que la plupart des fausses couches ont lieu. Ça, j'aurais vraiment bien aimé ne pas le savoir, parce qu'à chaque fois que je consultais des applications et que je regardais l'évolution, je me disais j'espère que tout va bien, j'espère que à ce moment-là tout va bien se passer, j'espère que quand le placenta va prendre le relais, le bébé sera ok et qu'il n'y aura pas de soucis, pas de complications. Et
Voilà, en fait, je savais pas. Ce que j'aurais bien aimé me dire plus tard, c'est que j'aurais tout le temps peur. Tout le temps peur. Après, il y a des personnes qui sont très sereines de nature, donc pour elles, ça c'est ça vous représentera pas du tout. Mais moi, je voulais parler à toutes ces personnes qui sont déjà dans l'angoisse de ne pas connaître la chance d'être parent, de ne pas connaître la grossesse et tout. Bah, dites-vous qu'en fait, vous aurez toujours peur. Et ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir avant. Parce que bien évidemment, vous serez heureux. En fait, la différence, c'est que avant, quand j'étais en essai, j'avais peur. Mais j'étais pas heureuse, j'étais malheureuse. J'avais peur et j'étais malheureuse. Sauf que là, maintenant, je suis heureuse parce que je me dis, il y a eu de bonnes choses qui se sont passées. Enfin, ça a enfin marché, quoi. Mais je suis quand même apeurée. Enfin, je suis heureuse, mais apeurée. Voilà, c'est ça la différence. Et aussi, enfin, Instagram a de très bons côtés, surtout parce que tu parles avec une communauté diverse et variée, et puis tu peux rencontrer des femmes qui ont à peu près un parcours similaire que toi. Par exemple, 2 semaines avant d'apprendre ma grossesse, je parlais avec une fille qui avait un mari qui avait aussi les mêmes problèmes que mon chéri, donc il était au ATS. Et du coup, moi ça m'avait donné beaucoup d'espoir parce qu'elle est tombée enceinte naturellement. Et je sais pas, c'est peut-être un signe du destin ou quoi, 2 semaines après je suis tombée enceinte naturellement. Mais le fait de parler avec elle, ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis dit, en fait, c'est possible, quoi. C'est possible, même si je me disais pas que ça allait m'arriver à moi, puisque comme je le disais dans d'autres vidéos, j'ai fait le deuil de la grossesse naturelle. Mais ça me donnait beaucoup d'espoir, quoi. Donc c'est un bon réseau social pour ces choses-là. Mais de l'autre côté, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'étais à 5 SA. Et d'abord, j'étais encore dans l'euphorie. J'étais un peu dans l'euphorie encore, même si j'avais pas encore vu... je savais pas si ça allait se concrétiser ou quoi. Je tombais sur les profils de femmes qui avaient par exemple fait des fausses couches à 5 SA, à 6 SA par exemple. Donc quand je passais le cap des 6 SA, j'étais là, génial, moi je n'ai pas eu de saignement, j'ai pas eu de trucs comme ça. Et ensuite je retombais sur un profil d'une femme qui a fait une fausse couche à 9 SA par exemple. Donc j'étais un peu stressée, je me dis ah mince, puis j'essayais de regarder qu'est-ce qu'elle disait, ses symptômes, etc. Et puis parfois il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes en plus, donc et après passer les 9 SA, je me disais c'était pas mon tour, enfin ça va, c'est même pas arrivé, donc je suis contente, je suis soulagée. Puis ensuite tu vois quelqu'un qui a fait une fausse couche à 18 SA, donc tu te dis là je suis actuellement à presque 11 SA, peut-être qu'à 18 SA moi aussi je vais avoir une fausse couche. Enfin, voilà, c'est ça le mauvais côté, c'est que moi personnellement je me compare, je me dis mais pourquoi elle ça lui est arrivé, pourquoi pas moi, et comment faire pour gérer cette attente, comment faire pour gérer le fait de ne pas le voir, parce que justement je suis trop informée et du coup avec l'information tu as envie de te rassurer en voyant ton enfant en fait, alors que techniquement il est bien où il est en fait, il est dans mon ventre et mon corps essaye on va dire de gérer comme il peut et faire en sorte qu'il ne manque de rien. Donc à part respecter les règles médicales et toutes les précautions qu'on pourra me donner, je ne peux rien faire de plus en fait. Et le lâcher prise qu'on me demandait de faire pendant les essais, en fait c'est aujourd'hui que je dois vraiment beaucoup travailler là-dessus, parce que pendant les essais j'ai pas lâché prise du tout, je me suis pas j'ai continué d'y croire jusqu'au bout et d'y penser tout le temps. Enfin, moi, le lâcher prise, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Quand on me disait, mais laisse tomber, arrête d'y penser, etc. Je savais que c'était des bêtises parce que pour moi, c'est pas parce que je vais laisser tomber que d'un coup, tous les problèmes que mon chéri a allaient disparaître dans la nature, comme si, comme je les avais pas vus, ils disparaîtraient aussi facilement qu'ils étaient venus. Non, pour moi, j'y crois pas. Par contre, pour la grossesse, le lâcher prise, je pense que c'est assez important parce que, imaginons que quelque chose de mauvais se réalise, ce que je ne souhaite à personne. Mais si jamais quelque chose de mauvais devait se réaliser, c'est que c'était prévu en fait. Je suis une personne qui pense au destin aussi et je me dis que si ça devait arriver, ça allait arriver et qu'on n'a aucune prise là-dessus, même le corps médical n'a aucune prise là-dessus. Et en fait, tout ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on puisse vraiment faire, c'est de profiter de chaque instant, de chaque microseconde, de chaque minute, de chaque moment qu'on a en tant que connexion avec notre bébé qui pousse dans le ventre, en tant que moment de joie en fait, plutôt que de moments de stress, de doute, de peur. C'est pas forcément facile, il y a plein de moments où dans la journée je suis contente, je suis triste, je suis contente, je suis triste, je suis apeurée, voilà. Mais j'essaye au maximum de positiver parce que je me dis que cet enfant il essaye de se battre pour rester dans notre ventre et c'est un peu injuste de déjà partir du principe qu'il n'y arrivera pas. Enfin, c'est injuste parce qu'on ne sait pas où la vie va nous mener et il y a de très fortes chances pour que tout se passe bien. Donc pourquoi partir du principe qu'il n'est pas capable ou que notre corps n'est pas capable ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que la différence par exemple quand on a une fausse couche, c'est qu'une fois qu'elle est apparue,
bah, il n'y a plus de marche arrière. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que regretter cette grossesse. Alors que tant que bah, on ne sait pas, qu'on est encore dans le flou, on peut quand même savourer et être heureuse de savoir qu'on est sûrement en connexion avec l'enfant. Alors qu'une fois que oui, effectivement, c'est confirmé que c'est pas le cas, bah, on aura toute notre vie pour pleurer cette perte. Alors que le moment qu'on passe en harmonie avec notre enfant, bah, il est précieux, il est très précieux. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, ne serait-ce que pour ça, il faudrait se motiver et se dire que... Enfin, se motiver à positiver et à essayer de penser au meilleur et pas au négatif, même si c'est très compliqué. Donc voilà, bah, je vous laisse sur ces petites phrases. Et donc comme pour conclure, en fait, je voulais juste vous dire que la peur, elle ne part pas. Elle ne part pas pendant les essais et elle se transforme quand on tombe enceinte. Et je vous ferai peut-être une autre partie si j'ai la chance de devenir maman, pour vous dire que finalement la peur va continuer, parce que effectivement je pense que j'aurai toujours peur. J'aurais peur de savoir si mon bébé ne respire pas, j'aurais peur de savoir si mon bébé n'a pas de complications. Après l'accouchement, est-ce qu'il va bien? Est-ce que plus tard à l'école il se fait pas embêter? Est-ce qu'il se fait pas harceler à l'école? Est-ce qu'il a pas mis quelqu'un enceinte? Voilà. Mais tout ça, je pense que c'est humain en fait d'être dans l'angoisse, dans l'attente du futur. Donc je pense qu'on est juste des êtres humains et on est comme ça. Voilà. Du coup, je vous laisse vraiment cette fois sur cette dernière note. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement pour vous parler du deuxième mois. Bisous!